En sciences de l'environnement, pour étudier ce qui nous entoure et comprendre ce qui évolue, les scientifiques utilisent de nombreuses techniques et outils étonnants. Parmi eux, les isotopes. Mais au fait, c'est quoi un isotope ? Repartons du début. Notre univers, tout ce qui nous entoure, ce que l'on peut toucher, sentir, peser, observer, manger, créer, respirer, transformer, est composé de matière. Et ce qui forme cette matière, ce sont des éléments microscopiques, invisibles à l'œil nu, appelés atomes. En gros, ils ressemblent à ça. Un ensemble de protons et de neutrons qui forment le noyau et que l'on appelle des nucléons. Et là, des électrons qui tournent tout autour du noyau. Mais en science, on préfère le représenter comme cela. En haut, le nombre de nucléons formant le noyau. En bas, le nombre de protons. Et là, à droite, une lettre représentant le nom ou le symbole de l'élément chimique. Pour information, le tableau périodique des éléments répertorie tous les éléments chimiques connus et sert de référence aux scientifiques du monde entier depuis que le chimiste russe Mendeleïev l'a créé en 1869. Mais revenons à nos éléments. C'est le nombre de protons qui définit le nom d'un atome. Par exemple, un atome avec 6 protons, ce sera toujours l'élément chimique appelé carbone. Mais attention, car le nombre de neutrons, lui, peut changer. Si un ou plusieurs neutrons s'ajoutent ou s'enlèvent d'un noyau, les atomes ainsi formés sont appelés isotopes. Ici, l'atome de carbone gagnant 2 neutrons devient un isotope très connu. C'est le carbone 14. Et ce n'est pas tout, car quand le nombre de neutrons dans un noyau augmente ou diminue, les propriétés chimiques de l'élément évoluent aussi. Sa masse, par exemple, sera différente. Il peut devenir instable, on dit même radioactif, et ses températures d'ébullition ou de fusion vont changer. Et c'est grâce à ces petits changements qu'on peut les repérer. Parce qu'au final, ça sert à quoi d'étudier les isotopes ? Prenons le carbone 14. Il est très utile pour calculer l'âge de certains fossiles. En effet, dans l'air, on trouve une certaine quantité d'isotopes du carbone. Un organisme vivant, un arbre par exemple, va alors absorber ces isotopes pendant toute sa vie. À la mort de l'arbre, le carbone 14 reste détectable dans l'organisme, quel que soit son devenir. Mais puisqu'il est instable, ce carbone 14 va commencer à se dégrader après la mort de l'organisme. Si on le mesure toujours dans l'arbre, on remarque que sa quantité diminue à un rythme précis et connu. Alors, un simple bout de bois retrouvé sous terre nous permet de remonter le temps, parfois jusqu'à 50 000 ans. Prenons l'oxygène, avec ses isotopes 16 et 18. Il est très utile lorsque l'on étudie l'eau, la glace et les climats passés. Si, par exemple, plus il fait froid, plus la pluie, la neige et finalement la glace s'appauvrissent en oxygène 18. Donc, avec un vieil échantillon de glace, une carotte de glace, un chercheur peut reconstituer la température du passé. Et c'est facile, beaucoup d'oxygène 16, il faisait froid, beaucoup d'oxygène 18, il faisait chaud, et ainsi de suite sur des milliers d'années. En laboratoire, les chercheurs utilisent quotidiennement ces isotopes et beaucoup d'autres, que ce soit pour identifier des sources d'eau, pour dater des nappes souterraines ou des sédiments, ou pour modéliser l'humidité des climats passés. Et puis, leur utilisation ne se limite pas à l'environnement. On s'en sert aussi en santé, pour les contaminants, ou dans la police scientifique, pour limiter les fraudes. Bref, ces isotopes, bien que minuscules, nous apportent une quantité incroyable d'informations sur notre environnement. En y prêtant un peu attention, les scientifiques nous livrent alors tous ces secrets pour nous aider à comprendre ce qui nous entoure et à le préserver.